continue sur le thème du travail et de l'emploi et de la formation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thèmes, à mon avis, qui ont été abordés dans l'intervention de Jean-Michel Blanquer juste auparavant, qu'on va pouvoir reprendre. Je vous présente rapidement nos invités pour qu'on rentre le plus vite possible dans le vif du sujet. Cécile Joly, vous êtes économiste chez France Stratégie et vous occupez de façon spécifique sur tout ce qui est prospective des métiers, des qualifications et des mutations de l'emploi. Et on va discuter un peu de vous, de l'état de l'art, notamment sur le marché de l'emploi et les questions que ça pose. Juste à côté de vous, et on a tenu vraiment, parce que c'est pour embrasser toutes les dimensions, et d'ailleurs naturellement, elles sont arrivées dans les tables précédentes sur les métiers liés au bâtiment, beaucoup de questions comme très très larges qui apparaissent régulièrement. Jean-Christophe Repon, vous présidez la CAPEB. La CAPEB donc regroupe, on va dire, les entreprises, les artisans du monde du bâtiment. Ça pèse très très lourd, hein. C'est pas une petite chose, c'est-à-dire qu'il faut pas être réducteur, évidemment, c'est plein de petites structure, mais c'est plus de 600 000 entreprises en France, et on en parlera tout à l'heure, avec des enjeux en termes de formation, en termes de métier, qui sont importants. À côté de vous, Thierry Coulon. Thierry Coulon, vous êtes président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors l'Institut Polytechnique, on va dire, c'est la structure un peu mère ombrelle, dans laquelle il y a 6 écoles, je ne vais pas toutes les nommer, mais dont Polytechnique. Et avec vous, au travers de ces écoles qui ont tous en point commun finalement d'être des écoles d'ingénieurs, on va regarder de façon approfondie les transformations aussi sur les métiers d'ingénieur, et ces transformations, elles sont réelles, elles s'appliquent. Cécile Joly, déjà, on échangeait avec Jean-Michel Blanquer à l'instant sur cette projection qui a eu lieu cet été sur le secrétariat général de la planification écologique. Les mutations qui nous attendent sur le marché de l'emploi liées à l'adaptation climatique sont colossales. C'est-à-dire qu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois qui vont devoir se réinventer. Et au total, on parle de 8 millions d'emplois qui sont concernés. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend la mesure de ce défi? Je vous vois sourire. Sur ce défi, il y a déjà beaucoup d'incertitudes. Donc il faut sur les chiffres déjà. Oui. Ouais, il faut rester quand même très humble sur ce qu'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas. Donc on essaye de modéliser la transition écologique avec les mesures qu'on connaît, qui vont forcément se modifier de manière sensible. Aujourd'hui, on va dire la transition écologique, elle est très concentrée sur la mobilité et sur la construction, qui sont les 2 premiers émetteurs de gaz à effet de serre en France. Mais évidemment, on va avoir une transition qui va toucher normalement l'ensemble des métiers. Elle va toucher l'ensemble des métiers de 2 manières. Elle va toucher l'ensemble des métiers parce qu'on va avoir des créations et des destructions d'emplois. Sur les créations d'emplois, la seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est le bâtiment. Sur le reste, on est dans une diversité de constats qui vont être très dépendants des politiques publiques que nous allons mener. Le Shift Project, par exemple, vous dit qu'on va avoir besoin d'1 million d'agriculteurs en plus. Sauf que ce n'est pas du tout la tendance qu'on observe aujourd'hui, puisqu'on a une tendance à l'intensification de l'agriculture et non pas à l'inverse, à moins de productivité par hectare, et aussi un vieillissement des agriculteurs. Donc on va avoir des choses à penser là-dessus que pour l'instant, on ne met pas en œuvre. Mais d'ici 2050, c'est sûr qu'on mettra d'autres choses en œuvre. Et puis, sur l'industrie, ça dépend aussi beaucoup de notre compétitivité commerciale. Okay. Donc ça, d'autres intervenants tout à l'heure en ont parlé. Et au cœur de l'actualité. Effectivement, on peut avoir un renouvellement des biens qui va permettre d'avoir une création d'emplois supérieure à la destruction, mais on peut aussi faire ce qu'on fait beaucoup pour l'instant, c'est-à-dire importer ces biens, y compris peu carbonés. D'accord. Alors, on ne va pas faire une bataille de chiffres parce que de toute façon je n'aurai pas des éléments, mais il y a une certitude quand même, c'est qu'il se passera des choses, ça c'est relativement certain. Je tourne la question autrement, dans ces développements, est-ce qu'il y aura des perdants, est-ce qu'il y aura des gagnants? Oui, alors on sait, et malheureusement les perdants sont un peu toujours les mêmes. Donc effectivement, les ouvriers de l'industrie, et en particulier ceux de la réparation automobile,
sont vraisemblablement des perdants. Et encore une fois, l'ampleur de la perte, elle dépendra de ce qu'on mettra en place pour protéger nos industries bas carbone et le renouvellement de la voiture, mais peut-être d'autres biens demain. On a des gagnants qui sont toujours à la fois ceux qui vont faire la technique, donc les ingénieurs, hein, les personnels d'études et de recherche, tout ce qui est numérique aussi, puisque ça participe de l'innovation environnementale, et puis tout ce qui est lié au bâtiment, puisqu'on a effectivement dans cette perspective une nécessité d'isoler, de faire des bâtiments qui soient beaucoup plus performants énergétiquement et qui nous permettent donc de faire baisser et d'être sur notre trajectoire de neutralité carbone à 2050. Alors, votre commentaire va appeler le fait qu'on se retourne vers Jean-Christophe Repon et Thierry Coulon. Alors, Jean-Christophe Repon, vous présidez la CAPEB, secteur bâtiment. Juste pour situer, parce que ça fait partie de la problématique sur le secteur du bâtiment, de mémoire, il y a à peu près 90 diplômes, une centaine de titres professionnels. Comment marche cette transformation? Comment elle active, avec par ailleurs des problèmes d'attractivité aussi sur ce secteur qui font partie de la mécanique? Je pense que pour le bâtiment et pour l'artisanat que je représente tout Non, particulièrement, puisque je représente des entreprises, notamment d'entreprises qui font les 97% d'entreprises du bâtiment sont faites de petites entreprises du bâtiment. Et c'est important de se le rappeler parce que quand on lance les projets et les ambitions de la France, il faut regarder aussi le socle de salariés et de main-d'œuvre qu'on a devant nous. Et l'entreprise du bâtiment, elle est de petite taille en France. Et elle sait déjà, je pense, dans son métier de base, dans ses métiers, et vous les avez dit, ils sont nombreux en France, que ça, du CAP jusqu'au diplôme universitaire, ils sont déjà présents en France et on les rénove maintenant assez régulièrement grâce à l'éducation nationale. On a eu des fois des retards de réfection de diplôme, maintenant on les révise plus rapidement, donc ils sont logiquement au goût du jour. Et vous le disiez, dans la rénovation énergétique des bâtiments, c'est pas le seul défi qu'on a, hein, mais c'est celui-ci. On est en fait sur les règles de l'art. On est sur isoler, ventiler et mettre la bonne énergie. Donc, on n'est pas à fantasmer sur des nouveaux métiers ou sur des métiers qu'on ne saurait pas faire. Moi, je laisse les centrales nucléaires à d'autres. Nous, rénover un appartement et rénover une villa, c'est assez basique et c'est assez, j'allais dire, ambitieux dans la réalisation des objectifs de la France. C'est-à-dire que mettre en place les règles de l'art de nos diplômes de base qui vont du CAP jusqu'au diplôme universitaire, c'est en fait bien isolé avec les matériaux adéquats, c'est bien ventilé et c'est bien et mettre la bonne énergie. Alors là, il y a tous les discours d'énergie carbonée, non carbonée. Nous, on n'est pas dans cette vision dogmatique. On est comment on rend le service aux particuliers pour qu'il ait un habitat de qualité et qu'il consomme moins, donc il ait une baisse de sa facture énergétique. Et pour cela, il faudra, nous, les études qui ont été faites de la DARES, c'était à peu près 200 000 à 300 000 jeunes qui doivent nous rejoindre, hommes et femmes. C'est plus de l'attractivité dont il faut parler que de la qualité et des compétences. Si je peux me permettre, il me semble que les compétences, elles sont déjà là. Alors, ce n'est pas le cœur du sujet ni cette journée sur l'attractivité. Régulièrement, quand on parle de budget, on nous dit il ne sert à rien de mettre de l'argent sur la rénovation énergétique, on n'aura pas le nombre d'entreprises en face. Elles sont là. Il faut juste leur faire confiance et leur permettre d'accéder au marché. Alors, par rapport à notre problématique, la notion d'emploi et de formation qu'on souhaite couvrir, néanmoins, il y a quand même un enjeu de formation continue. C'est-à-dire il peut y avoir des développements technologiques, des nouvelles façons de faire, peu importe comment on l'appelle. Non, mais la vraie question, c'est dans ces petites structures, c'est compliqué de prendre du temps aussi. Alors, comment vous l'organisez? Comment vous pouvez faciliter les choses en termes de formation? L'artisanat, elle a toujours été actée sur la formation continue et sur la formation initiale. Nous, on est beaucoup structuré l'artisanat sur l'apprentissage et l'excellence de l'apprentissage. C'était une réussite de l'ancien gouvernement que de développer l'apprentissage en France. Donc on espère que dans les arbitrages, censure ou pas, l'apprentissage restera un élément essentiel de l'attractivité de nos métiers. Et c'est pour nous essentiel parce que ça veut dire que ce sont des jeunes créateurs et repreneurs de nos entreprises. Et ça veut dire aussi que le modèle économique que nous défendons, de la petite structure qui rénove, alors sans faire de grands débats sur les grands programmes ou les grands bâtiments, mais au quotidien, le quotidien d'un particulier en ruralité et qui l'améliore ce quotidien-là, il est essentiel. Et on a fait une étude, nous, avec le 3CBTP, l'apprentissage, justement, pour dire tout le bien que peuvent penser les jeunes
de vivre un métier du bâtiment dans une petite structure en territoire. C'est-à-dire trouver du sens à son métier, bien vivre de son métier, pas avoir de N+4 au-dessus d'eux et pas avoir des mails qui vous expliquent ce qu'ils ont à faire demain ou après-demain, et de travailler au quotidien avec des gens que l'on croise et auxquels on améliore le quotidien. C'est pour ça que moi je fais aussi de la performance énergétique et de la liaison avec le vieillissement de la population. C'est comment on vit mieux nos habitats le plus longtemps possible. L'artisanat, il doit relever ce défi avec beaucoup de jeunes à recruter, et donc il faut qu'on rende nos métiers attractifs et non pas qu'on complexifie. Enfin, c'est une vraie opportunité. La performance énergétique est une vraie opportunité, pas une contrainte. Et nous, en France, on a toujours tendance, quand on a un chantier devant nous qui est assez important, d'en faire une contrainte. Je pense que c'est une vraie opportunité si on fait confiance aux entreprises de territoire et aux jeunes dynamiques que l'on a sur le territoire. On va revenir sur l'apprentissage. Juste pour situer, c'est à peu près 60 000 apprentis par an, à peu près, c'est ça? Actuellement, dans le réseau, tout réseau confondu, c'est 100 000 apprentis, 100 000 apprentis en France, avec une petite baisse d'entrée en décembre. Et si l'accompagnement devait être vu à la baisse, plus l'exonération des charges, je pense qu'on aurait encore une baisse de l'apprentissage. Et ça, c'est un vecteur essentiel de savoir si on sera en capacité demain de relever le défi de la performance énergétique et de l'ensemble du bâtiment. D'accord. On reviendra sur l'attractivité et les nombreux dossiers. Thierry Coulon, vous présidez donc l'Institut Polytechnique. Première chose, déjà, comment on enseigne aujourd'hui à des jeunes qui vont devenir ingénieurs ces problématiques liées à la transition, au changement climatique? Ça fait partie aujourd'hui, c'est au cœur de la formation? C'est là qu'on va arriver. Mais d'abord, je voudrais vous dire ce que c'est que l'Institut Polytechnique de Paris. Avant, je voudrais faire une remarque, c'est qu'on a tous des métiers assez différents, mais on sent à quel point on est dans une chaîne cohérente. Ouais. Et les uns et les autres vont devoir bouger, et on va devoir bouger d'une manière cohérente. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Institut Polytechnique de Paris? C'est 6 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'école nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, qui est aussi sous tutelle défense, 3 écoles qui sont sous tutelle Bercy, l'ENSAE, qui s'occupe de former les statisticiens de la statistique publique et qui manipule les données, donc pas mal des données qui nous intéressent là, et 2 écoles de télécommunications, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, et puis la petite dernière, c'est l'École nationale des ponts et chaussées, qui vient de nous rejoindre. Et si elle nous rejoint, c'est certainement aussi parce qu'on pense aux enjeux de développement durable. Alors, bon, moi je me suis occupé d'enseignement supérieur toute ma vie, les questions de transition étaient là, présentes, mais un peu loin, et la vague s'est rapprochée, elle s'est rapprochée extrêmement fort. Donc aujourd'hui, la mission qui m'a été confiée, c'est d'essayer avec ces 6 écoles de faire un institut de sciences et de technologie de niveau mondial. Les benchmarks, c'est Caltech, c'est le MIT, c'est le Technion, ce sont ces gens-là. Donc, 1, impact international fort, 2, lien avec les entreprises extrêmement fort. Si vous voulez, il ne vous échappe pas qu'un certain nombre des patrons, des énergéticiens d'aujourd'hui, du CAC 40, etc., sortent de nos écoles. Eh bien, l'enjeu de la transition climatique, il nous touche, mais à tous les niveaux et de manière extrêmement forte. On fait 3 choses. On fait de la formation, on fait de la recherche, on fait de l'innovation. Dans ces 3 compartiments du jeu, évidemment, le monde a changé à une vitesse extrêmement grande. S'agissant de la formation, d'abord, les promotions d'élèves que nous avons, si vous voulez, si on ne leur parlait pas de la question, je pense que ça ferait vilain. C'est-à-dire que c'est évidemment une de leurs préoccupations extrêmement forte. Alors ça se traduit comment? 2 exemples. Dans la Télécom Paris est une très belle école qui a une raison d'être. Cette raison d'être, c'est construire le numérique au service de l'humain et du développement durable. Je développe mal, mais c'est ça l'idée. Eh bien, en première année, vous avez un grand module sur les enjeux climatiques, obligatoire pour tout le monde. À l'IX, la véritable première année, c'est la 2e année, parce que la première année, ils font un service militaire ou civil, et ils ont quelques mois d'enseignement seulement. Eh bien, cette année, pour la première fois, le premier grand cours pour toute la promotion, c'était un cours préparé par Céline Guivarch, qui est chercheuse aux ponts et chaussées et rédactrice du GIEC, sur les enjeux de la transition climatique. Avec une déambulation, ils sont partis de la gare de Lozère, pour ceux qui connaissent, et ils ont parcouru le campus en essayant de regarder tous les enjeux. Ça a mobilisé 8 départements scientifiques de l'école. Et donc, la formation va être absolument transformée par ces enjeux. Et comme mon boulot, c'est de faire essaimer les bonnes initiatives d'une école sur les autres, je pense que ça ne va pas tarder. S'agissant de la recherche,
On a évidemment un grand nombre d'équipes de recherche en commun avec les organismes, le CNRS, INRIA, INSERM, etc. Mais on a mis en place ce qu'on appelle des centres interdisciplinaires sur de grands enjeux sociétaux. La défense et la sécurité, évidemment. L'intelligence artificielle, on vient de gagner un assez gros appel d'offres pour devenir un cluster de niveau mondial sur la question, sur les matériaux, etc., etc. Et devinez quoi? Un des centres interdisciplinaires s'appelle Energy for Climate. C'est de la très belle science, mais c'est aussi, et ça nous plaît beaucoup, des démonstrateurs sur le campus. On a équipé un bâtiment pour regarder les effets des flux énergétiques, des consommations, etc., etc. Il y a 3 ou 4 démonstrateurs comme cela. Et évidemment, ça impacte aussi, là je vous parle déjà d'innovation, puisque c'est un peu la transition. Voilà, ces centres interdisciplinaires sont aussi soutenus par des fonds publics et par des fonds privés, du mécénat ou bien de la relation partenariale avec les entreprises. Donc évidemment, on est très attentif, d'abord très conscient du fait que nos étudiants seront demain dans les COMEX de grandes entreprises, mais d'autres monteront des start-up, et tout cet univers extrêmement mouvant, eh bien on doit le nourrir. On revient sur cette projection. Cécile Joly, je reviens vers vous parce que quand on a préparé ce moment-là, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est-à-dire que vous aviez ce constat, c'est qu'on ne vivra pas cette période de la transition avec les enjeux environnementaux dont on parle depuis ce matin, de la même façon qu'on a vécu la transition numérique qui c'est faite un peu sur le tas pour beaucoup en entreprise. Il y a des générations qui ont vu arriver l'ordinateur, puis le digital et tout ça, et qui ont appris les choses un peu sur le tas. Avec l'adaptation climatique, la mécanique ne risque pas d'être identique, en fait, dans nos métiers, quels que soient nos métiers d'ailleurs. Quelles sont les différences ? Ah oui, on a une grosse différence entre la transition numérique et la transition climatique sur les compétences. D'autres intervenants l'ont dit, mais on n'a pas de socle commun. Sur la transition numérique, on a quand même un socle commun, donc on peut avoir un niveau de performance plus, mais grosso modo, même si on va avoir des spécialistes extrêmement fins sur certaines technologies, mais on a quand même un socle commun dans l'ensemble du travail. En revanche, sur la transition climatique, on va avoir des choses qui vont être très différentes. C'est-à-dire qu'entre un financier qui va compter les gaz à effet de serre dans un portefeuille d'actifs et un couvreur qui va poser des panneaux photovoltaïques, on voit bien qu'on a des compétences qui n'ont rien à voir et que pourtant c'est celles-là qui vont être importantes. Donc je suis d'accord avec mon voisin sur le fait qu'on a peu de nouveaux métiers. En revanche, on a des adaptations, mais pour la formation, ce n'est pas forcément évident. Donc on a des formations généralistes sur le climat, on a une prise de conscience. Il n'y a aucun souci. En revanche, avoir quelque chose qui soit relativement fin, ça va être plus compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que, je le disais tout à l'heure, les politiques ne sont pas si faciles à anticiper. Donc, le numérique, c'est une vague de marché. L'environnement, c'est un bien public sans prix. Donc, il faut que les politiques lui donnent un prix. Donc, c'est des normes, c'est des taxes, c'est des interdictions. Des incitations aussi. Et des incitations. Mais du coup, effectivement, tout dépend de ça. Et l'ampleur de la transition dans les compétences des métiers, elle dépend beaucoup de ça. Et mon voisin le sait beaucoup mieux que moi, puisque la réglementation thermique des bâtiments ne date pas exactement d'hier. Alors Jean-Christophe Repon, parce que je voulais vraiment qu'on parle de l'attractivité, on s'arrête 2 minutes, parce que je voudrais que vous prolongiez ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, cette question de la transition, elle peut être l'occasion aussi, il y a un choc démographique, on le sait, il y a des enjeux pour attirer les jeunes, et ce n'est pas spécifique à la filière BTP. Alors, déjà, ce n'est pas une maladie orpheline et tout ça, non mais c'est une réalité. Comment on peut combiner les deux? Comment on peut faire que toutes ces questions qui se posent, ça soit l'occasion finalement de faire venir aussi des jeunes vers un super secteur? Le marché, parce que moi j'appelle ça un marché de la performance énergétique, il dépend aussi du modèle économique du couple, enfin du particulier qui a intérêt ou pas intérêt
à rentrer dans la démarche. Donc on fantasme beaucoup le marché de la performance sur le fait qu'il faut atteindre des objectifs pour sauver la planète. Mais si vous reprenez l'ensemble au quotidien des particuliers, est-ce qu'ils ont tous conscience de l'objectif à atteindre? Donc on est en train alors tout à l'heure le ministre le disait, de conscientiser un sujet, sauf que la conscientisation au quotidien du particulier n'est pas à la même hauteur de ce que l'on fantasme nous tous ensemble. Donc il faut d'abord regarder le marché économique. Est-ce que le marché économique il est, j'allais dire, viable? Est-ce que la surtaxe que je vais payer de produits ou d'isolation ou de ventilation me permettra de vraiment baisser ma facture énergétique et de mieux vivre mon habitat? C'est ça c'est ça qui va déterminer le marché. Et nous, on est persuadés que c'est le cas si demain tout le monde rentre dans la démarche. Mais si on le vit comme une contrainte et non comme une dynamique, si on ne cesse de contraindre le particulier et l'artisan de contraintes administratives pour l'accès aux aides dont vous parliez, des contraintes de dynamique sur les énergies renouvelables, non renouvelables. Et là, on voit bien qu'il y a en ce moment beaucoup de discours à ce sujet-là. Vous perdez le discours de base qui est rénovons pour améliorer. Et vous perdez en partie la confiance des ménages qui n'ont pas terriblement envie de rénover. Vous voyez actuellement, le marché de la rénovation énergétique est à moins 0,5. Moins 0,5 d'activité par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'incompétence des artisans ou le manque d'entreprises sur le territoire qui ne permet pas la transition énergétique, c'est que le marché ne décolle pas parce que on a eu des prix de matériaux, des hausses de matériaux qui font que la facture elle est montée tellement haute que le delta entre le retour sur investissement et la capacité que j'ai d'investir fait que le pouvoir d'achat, tout le monde repousse. Mais donc du coup, il n'y a pas de coupable, je dirais. Maintenant, comment on arrive à trouver ensemble, particuliers, démarche politique, dynamique, pour que tout le monde dise oui, en fait, c'est vital, il faut que je le fasse, je le ferai peut-être sur un temps. Alors nous, on a fait plein de propositions sur, n'opposons pas le vieil artisan passéiste qui veut mettre du fioul ou du gaz contre le jeune artisan ou entrepreneur de l'énergie qui voudrait rénover toute la maison. C'est juste, permettons aux particuliers de faire ce chemin de rénovation. Et si on sortait de quelques dogmes, on pourrait tous ensemble rentrer dans cette démarche-là. Nous, les artisans, on essaye de dire à notre jeunesse, à femmes et hommes, rejoignez ce travail-là parce que vous avez devant vous 30 ans de boulot et de boulot valorisant. Thierry Coulon, ultime question. Je sais qu'on est en retard et tout ça, mais en même temps, c'est super intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun, dans votre domaine d'activité, il y a une complémentarité. C'est une question, c'est pas une boutade, mais est-ce que c'est facile d'apprendre aux jeunes qui vont devoir s'adapter? Est-ce que c'est facile d'apprendre à des jeunes qui vont devoir s'adapter? C'est-à-dire, en fait... Oui. Mais si vous voulez... Non, mais c'est une vraie question. En fait, l'adaptation n'est pas quelque chose d'humain. On a 10 000 étudiants. Ces 10 000 étudiants, c'est un trésor. Leur niveau scientifique, c'est incroyable. Ces gens sont beaucoup plus que ma génération et d'autres, conscients des enjeux. C'est eux qui demandent, évidemment. D'abord, quand on a ce niveau scientifique... C'est pas parce qu'on demande qu'on va être flexible, agile. Ah, si vous voulez, s'ils ont la cervelle qu'ils ont, c'est pour savoir s'adapter. Je veux dire, c'est ça, ça fait partie du jeu. Par ailleurs, si vous voulez, il va falloir changer les usages. Changer les usages, c'est des sciences sociales. Il va falloir, avec la science d'aujourd'hui, faire bouger les technos et les processus industriels. Ça, c'est une affaire d'ingénieur. Il va falloir trouver de la science de demain pour faire bouger les choses. Ça sera quoi, ça sera des données, des maths, de la techno. Et, bon, évidemment, on n'est pas les seuls à pouvoir faire bouger le système. On ne bougera pas d'ailleurs si le reste ne bouge pas. Mais oui, c'est plutôt la partie, relativement facile, et deuxièmement, absolument passionnante. Merci à vous trois. Le temps est contraint. Merci d'être là parce que c'est un éclairage hyper intéressant. Et maintenant, une table ronde consacrée aux vulnérabilités animée par Marine Idiot. Merci à vous trois.